Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous organiser sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Un rendez-vous désormais biannuel avec le cabinet Adaltis pour faire le point donc sur les grandes décisions qu'il ne fallait pas manquer au premier semestre. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, la Gazette des communes, dans la formation, c'est plus de 20 ans d'expérience, plus de 300 programmes de formation avec plus de 1000 sessions programmées chaque année, des formations qui sont bien évidemment Calliope et puis accessibles depuis mon compte élu ou encore agréées par le ministère de l'Intérieur pour les élus locaux. Nous avons un certain nombre de rubriques dans lesquelles nous dispensons des stages, le management, les ressources humaines, la gestion technique, la transition climatique, l'IA bien évidemment, des collectivités, une rubrique qui s'étoffe de plus en plus depuis quelques mois maintenant. Et puis bien évidemment, tout ce qui va concerner l'administration générale et juridique des collectivités, sujet qui va nous intéresser ce matin. Je vous ai remis quelques formations phares sur la slide qui suit. Donc voilà, le management du service juridique dans les collectivités, les enjeux numériques en collectivité. Voilà, vous retrouvez toutes ces formations sur notre site formation.lagazettetdescommunes.com. Donc, nous sommes donc réunis ce matin pour rappeler au niveau juridique ce qu'il ne fallait pas manquer dans les 6 mois qui viennent de se dérouler. Nous recevons pour cela Sylvie Ledamani, Jennifer Riffard, Simon Ray, Xavier Emmens et Jean-Marc Petit, qui sont tous avocats et associés au cabinet Adaltis, donc qui est un cabinet spécialisé en droit public, qui est basé à la fois à Lyon, à Paris, mais aussi à Bordeaux, à Marseille, à Rennes et en Chine, notamment à Pékin et à Shanghai. Je les remercie à nouveau de nous accompagner sur ce rendez-vous. N'hésitez pas tout au long de leur intervention à poser vos questions. Il y a le petit module point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les leur relayerai en fin de webinaire. Mesdames, messieurs, c'est à vous. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Bonjour à tous, donc merci d'être présents pour ce point d'actualité désormais régulier, biannuel sur ce qu'il ne fallait pas manquer lors du premier semestre 2025 pour les collectivités territoriales. Donc on vous propose aujourd'hui 6 thématiques, une thématique sur le droit institutionnel et le droit de l'intercommunalité que je présenterai, une thématique sur la commande publique et droit immobilier de la construction que présentera Xavier Emmens, une thématique sur le droit de la fonction publique que présentera Jennifer Riffard, une thématique sur le droit de l'urbanisme que présentera Jean-Marc Petit, et enfin le droit pénal des collectivités présenté par Sylvie Ledamani. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer sur ces thématiques droit institutionnel et droit de l'intercommunalité, puisqu'on a une actualité, premier semestre, assez riche dans le contenu des éléments apportés. Tout d'abord, première actualité qui est la loi du 11 avril 2025, qui est revenu sur le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement pour les communautés de communes. Comme vous le savez, la loi NOTRe du 7 août 2015 avait prévu le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, initialement prévu au 1er janvier 2020, puis reporté au 1er janvier 2026. Mais 10 ans plus tard, entre-temps, on a eu un certain nombre de lois pour lesquelles le législateur n'est jamais revenu sur le transfert obligatoire, mais a apporté des éléments de souplesse, notamment par la loi de 2018, de 2019, de 2022, mais il n'était jamais revenu sur le transfert obligatoire. Le 11 avril 2025, le législateur met fin à ce feuilleton législatif qui a duré depuis plus de 10 ans pour revenir sur la décision initiale de remise en cause du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement. Donc ça, c'est la première mesure importante de cette loi qui revient sur ce transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes. Petite particularité, puisque le législateur prévoit que les communautés de communes qui s'étaient déjà dotées de tout ou partie des compétences eau et assainissement, cette prise de compétences potentiellement partielle reste obligatoire pour celle-ci. Autrement dit, une communauté de communes qui avait pris la compétence assainissement avant la promulgation de la loi du 11 avril 2025, cette compétence assainissement reste obligatoire, alors que la compétence eau potable est facultative pour celle-ci.
Donc, petite bizarrerie de la loi qui, à mon sens, pose un petit sujet constitutionnel. À quel titre, en fonction de la date de prise d'une compétence, on pourrait matérialiser une différence objective de situation qui justifie une différence de traitement de ce volet-là. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est le principal apport de cette loi du 11 avril 2025, qui a également apporté d'autres éléments. Elle prévoit également ici la possibilité de favoriser la création de syndicats intercommunaux en matière d'eau et d'assainissement, puisque si on revient sur ce transfert obligatoire, le législateur considère quand même que c'est des compétences qui devraient être exercées à un échelon supracommunal, et donc il favorise la possibilité de créer des syndicats intercommunaux. Pourquoi? Parce que dans ce cadre-là, on n'a pas à respecter les orientations du schéma départemental de coopération intercommunale qui, je le rappelle, a quand même tendance à limiter la création de tels syndicats. Également, il est prévu d'autres éléments, dont la possibilité, même l'obligation, de prévoir tous les 6 ans, suite au renouvellement général des conseils municipaux, un débat au sein de la commission départementale de coopération intercommunale pour faire le point de l'état de l'exercice des compétences sur l'assainissement sur le territoire départemental et est-ce qu'il est pertinent ou non de transférer ou pas la dite compétence à l'interco ou de prévoir d'autres organisations en matière d'eau et d'assainissement au sein de cette CDCI. PV de la commission départementale de coopération intercommunale qui devra ensuite faire l'objet d'un débat au sein du conseil communautaire des communautés concernées. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est certes, on a cette remise en cause de la compétence eau et assainissement, donc ces compétences eau et assainissement ne sont plus des compétences obligatoires, deviennent des compétences facultatives pour les comités de communes qui pourraient quand même volontairement s'en doter, le cas échéant, partiellement, c'est-à-dire prendre une partie de l'eau potable ou une partie de l'assainissement, par exemple que la production ou que la distribution, mais également que sur une partie du territoire de la communauté de communes. Il pourrait envisager que, par exemple, 5 communes intéressées pour transférer la compétence eau potable ou assainissement à la communauté de communes puissent le faire. Dans ce cadre-là, nouveauté prévue par la loi engagement et proximité qui permet désormais à une intercommunalité à fiscalité propre de prendre une compétence que pour une partie de son territoire dès lors qu'on est sur une compétence facultative. Voilà, première décision, la loi du 11 avril 2025 qui revient sur le transfert obligatoire des compétences au assainissement. Deuxième actualité législative importante qui est intervenue, c'est la loi du 21 mai 2025 qui est venue harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales. Vous savez, cette loi qui avant, cette loi, les communes, on avait une distinction dans le mode de scrutin entre les communes de moins de 1000 habitants et les communes de 1000 habitants et plus. Pour les communes de moins de 1000 habitants, elles étaient soumises à un scrutin plurinominal majoritaire à 2 tours et les suffrages étaient décomptés individuellement, même en cas de candidature groupée, et donc les électeurs pouvaient notamment rayer les noms des différents candidats sur les bulletins de vote. Ici, la loi est venue transposer aux communes de moins de 1000 habitants le scrutin applicable aux communes de plus de 1000 habitants et plus, et notamment introduisant une logique de parité dans le cadre de cette constitution de liste pour ces communes. Et donc, la loi, ici, étend le scrutin applicable aux communes de 1000 habitants en plus aux communes de moins de 1000 habitants avec quelques particularités. Donc, ça veut dire que désormais, à compter de mars 2026, du prochain renouvellement général des conseils municipaux, qui a été confirmé en mars 26 par les services de l'État, les conseillers municipaux des communes de moins de 1000 habitants seront donc élus au scrutin de liste avec prime majoritaire et répartition des sièges restant à la proportionnelle la plus forte moyenne, à 2 tours, sans adjonction ni suppression des noms et sans modification de l'ordre de présentation. Attention, on ne pourra plus, pour ces communes, barrer le nom des candidats. De même, et c'était un des principaux apports de la loi, une volonté du législateur, c'était d'introduire cette règle de parité dans la constitution des listes, puisque désormais, on devra composer les listes comme pour les communes de 1000 habitants et plus, en respectant une parité stricte, dite Shabadabada, avec une présentation femme-homme ou homme-femme de manière stricte dans sa composition. Toutefois,
du fait de la problématique de réalité des fois de constitution de listes dans les communes de moins de 1000 habitants, le législateur a admis la possibilité que ces listes soient déposées de manière incomplète, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des listes qui comptent deux candidats de moins que l'effectif prévu pour le conseil municipal. Donc, par exemple, pour les communes de moins de 100 habitants, qui normalement doit déposer une liste de 7 candidats, on pourrait admettre qu'une liste ne présente que 5 candidats. Ces listes seraient régulières. De même, pour les communes entre 100 et 500 habitants, 9 candidats sur 11 et 13 sur 15 pour les communes entre 500 et 1000 habitants. Elles pourront également comporter 2 candidats de plus de sièges à pourvoir, le cas échéant, ce qui permettra d'assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des élus. Ici, la loi prévoit également que lorsque le nombre de sièges attribués à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges restent vacants. Bien sûr, si on a une liste incomplète, comme on l'évoquait, on n'a que 5 candidats alors qu'on n'a que 7 sièges à pourvoir, si jamais on n'a que cette liste qui est présentée, on aura bien un conseil municipal qui ne sera pas pourvu pour 2 sièges, et donc on considère que ces 2 sièges-là resteront vacants. Et c'est pour ça que la loi a également prévu qu'un conseil municipal des communes de moins de 1000 habitants peut rester et est considéré comme complet s'il compte au moins 5 membres pour une commune de 100 habitants au lieu de 7, 9 membres pour les communes entre 100 et 499 habitants au lieu de 11 dans ce cadre-là, et 13 membres pour les communes comprises entre 500 et 999 habitants au lieu de 15, pour respecter cette réalité de terrain qui peut poser difficulté parfois de trouver des candidats pour répondre à l'offre politique pour assurer les fonctions municipales. Également, il est maintenu le principe d'une élection complémentaire en cas de vacance des sièges. Parce que vous savez que maintenant, ici, il est prévu que, par principe, lorsque les sièges sont vacants, ils seront remplacés par le suivant de liste. Ici, on applique la règle applicable aux communes de 1000 habitants et plus. Toutefois, on ne prévoit pas la règle pour les communes de 1000 habitants et plus, ce qui fait que si on ne peut plus pourvoir ce siège selon le suivant de liste, et qu'on perd plus d'un tiers des sièges du conseil municipal où on doit procéder à l'élection du maire, normalement, pour une commune de 1000 habitants et plus, c'est une élection partielle, intégrale du conseil municipal. Ici, le législateur a prévu une dérogation dans ce cadre-là, puisqu'il maintient le principe d'une élection complémentaire. Donc, dans ce cadre-là, si on ne peut plus pourvoir les sièges vacants par un suivant de liste, et que le conseil municipal a perdu plus d'un tiers de ses membres ou compte moins de 5 membres, ou qu'il faut élire un nouveau maire et que le conseil municipal ne comporte plus les membres nécessaires, il sera procédé ici uniquement à une élection complémentaire, c'est-à-dire uniquement des sièges restant vacants, et non pas une élection intégrale de la liste du conseil municipal. Et les listes pourront comporter 2 candidats de moins pour respecter la problématique qu'on a évoquée juste avant. Ici, le législateur a également transposé aux communes de moins de 1000 habitants les règles de désignation des adjoints applicables aux communes de 1000 habitants et plus. Donc, les adjoints devront respecter cette règle paritaire. La liste des adjoints seront désormais élus au scrutin de liste majoritaire paritaire, alternativement composée d'un homme et d'une femme, ou d'une femme et d'un homme, sans panachage, ni vote préférentiel, alors qu'avant, vous saviez, on était sur un scrutin majoritaire uninominal sans aucune règle parité. Désormais, les adjoints pour les communes de moins de 1000 habitants devront être soumises à cette règle de parité, d'élection de scrutin de liste paritaire. En revanche, en cas de remplacement d'un adjoint, là, la règle de parité ne s'appliquera pas. Également, la loi a prévu certaines modalités pour les communes nouvelles, et on prévoit l'application de ces dispositions d'entrer en vigueur à compter de mars 26.
Voilà, ça, c'est deux actualités législatives. Maintenant, sur les actualités jurisprudentielles importantes en la matière. Ici, on vous a fait un petit topo sur un point de droit qui a connu un certain nombre de décisions jurisprudentielles au cours du premier semestre 25. Notamment, c'est le sujet sur les peines d'inéligibilité pour les conseillers municipaux. Comme vous le savez, en cas de condamnation pénale, notamment pour manquement à la probité, les élus locaux font l'objet d'une prononcée d'une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité qui peut être déclarée exécutoire par provision par le juge pénal. Je rappelle, en matière pénale, normalement l'appel est suspensif de l'exécution du jugement, sauf pour les mesures assorties de l'exécution provisoire, telles que les peines complémentaires d'inéligibilité qui peuvent être prononcées. Dans ce cadre-là, lorsqu'un élu a été déclaré inéligible assorti de l'exécution provisoire de cette mesure, le juge considère, dans ce cadre-là, normalement, que le préfet doit déclarer démissionnaire d'office l'élu qui connaît une situation d'inéligibilité postérieurement à son élection, conformément à l'article L236 du Code électoral. Et donc, c'est bien le préfet qui doit déclarer dans ce cadre-là démissionnaire d'office l'élu, qui peut, lui, contester cette décision devant le juge administratif, et cette réclamation a pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral, sauf si la démission d'office a été notifiée à l'issue d'une condamnation pénale définitive. Autrement dit, lorsqu'on a une condamnation d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire, la réclamation suspend automatiquement l'exécution de l'arrêté préfectoral qui prononce la démission d'office. Le Conseil d'État a considéré ici que le préfet, selon une jurisprudence constante, on vous a rappelé les décisions 2012, 2024 et récemment du 10 juin 2025, le Conseil d'État considère que dans cette situation-là, dès lors que le juge pénal déclare inéligible un candidat et assorti d'exécution provisoire cette mesure, le préfet est en situation de compétence liée et doit prononcer démissionnaire d'office l'élu. Donc, même si un élu a été déclaré en première instance à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire et qu'il interjette appel de ce jugement, même dans cette situation-là, il doit être déclaré démissionnaire d'office de ses mandats par le préfet. Et face à cette situation, un élu avait contesté justement l'arrêté préfectoral le déclarant démissionnaire d'office et a sorti ce recours d'une question prioritaire de constitutionnalité. Parce qu'il soutenait quelque part que la position du juge administratif qui considère à lui faire perdre son mandat alors que la décision pénale n'est pas devenue définitive, pose un sujet de constitutionnalité, notamment par rapport au droit à l'éligibilité. Et le Conseil constitutionnel, ici, rejette cette question prioritaire de constitutionnalité puisqu'il admet la conformité de ces dispositions telles qu'interprétées par le juge administratif, toutefois en admettant une réserve d'interprétation importante puisqu'il précise qu'il conditionne la constitutionnalité de ce dispositif dès lors que le juge pénal, s'il a sorti le prononcé d'une peine d'inéligibilité de l'exécution provisoire, il doit procéder au contrôle de la proportionnalité de l'atteinte que l'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner pour le conseiller municipal. Donc, il doit, le juge pénal, lorsqu'il va intervenir pour assortir la peine d'inéligibilité de l'exécution provisoire, apprécier ce contrôle de proportionnalité dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État a très récemment considéré que cette réserve d'interprétation ne concerne que le juge pénal. Donc, il n'appartient ni au préfet ni au juge administratif de se substituer au juge pénal en appréciant la proportionnalité de l'atteinte causée par cette mesure d'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée par le juge pénal. Donc, le préfet demeure en situation de compétence liée dès lors que le juge pénal a prononcé une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire. A relevé également une décision très récente du 25 juin 2025, selon laquelle le Conseil d'État applique cette règle de compétence de situation liée
compétences liées du préfet pour prononcer la démission d'office d'un conseiller régional. Donc, cette règle s'applique également. Voilà un petit point sur ces différentes décisions qui sont intervenues et qui permettent de clarifier un petit peu la situation sur ces situations. Rapidement, 3 décisions restantes. Une première pour une décision intéressante de la Cour administrative d'appel de Nantes du 28 mars 2025 qui adopte une position un petit peu surprenante, parce que vous le savez, une communauté d'agglomération, pour créer une communauté d'agglomération, vous devez respecter une condition de seuil démographique. Par principe, vous devez avoir une population globale de 50 000 habitants autour d'une commune-centre de plus de 15 000 habitants. On a des règles dérogatoires, mais ça, c'est la règle de principe où on doit respecter cette règle. Ici, dans le cas des faits, le préfet avait refusé le retrait d'une commune, d'une communauté d'agglomération. Pourquoi? Parce que le retrait de cette commune de la communauté d'agglomération allait faire perdre la communauté d'agglomération son seuil de 50 000 habitants. Autrement dit, le retrait de la commune allait faire en sorte que la communauté d'agglomération, dispose d'une population en dessous des 50 000 habitants. Et la Cour administrative d'appel de Nantes annule le refus du préfet puisqu'elle considère que ce seuil des 50 000 habitants n'est pas applicable à une procédure de retrait de droit commun. Elle n'est applicable qu'en cas de création. Décision un petit peu surprenante, mais qui en droit peut se tenir. Donc c'est pour ça qu'elle me paraissait importante à être rappelée dans ce cadre-là. Autre décision qui est intéressante, c'est un avis du Conseil d'État qui a été rendu suite à une question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Lyon sur la question de l'ouverture de comptes sur les réseaux sociaux par un élu. Et pourquoi on l'évoque? Parce que ça peut avoir un intérêt dans le cadre de la période de communication institutionnelle en période préélectorale qui s'ouvre à compter du 1er septembre prochain. Ici, c'était le cas où le maire de Lyon, qui avait son compte privé sur lequel il apparaissait maire de Lyon, avait refusé l'accès à un administré qui le suivait de son compte personnel maire de Lyon dans ce cadre-là. Et le tribunal administratif de Lyon a soulevé la question auprès du Conseil d'État, lui demandant est-ce que le compte ouvert sur un réseau social à titre personnel mentionnant la qualité d'élu titulaire d'un mandat exécutif d'une collectivité territoriale peut être de la compétence du juge administratif ou est-ce qu'un tel compte doit être regardé comme concourant au service public d'information relative à des missions de cette collectivité. Et le Conseil d'État, ici, nous pose la grille de lecture suivante, nous dit que tout compte institutionnel ouvert sur un réseau social par une collectivité territoriale gérée par elle ou sous son contrôle, c'est sous son contrôle qui est très important, participe à la mission de service public de l'information locale prise en charge par cette collectivité. Donc, attention, dans ce cadre-là, vous pourrez considérer que vos collectivités, c'est un compte de celle-ci mis en place. En revanche, le Conseil d'État nous dit qu'un compte ouvert sur un réseau social par une personne privée, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie dans un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire à la qualité d'élu local ou qu'il exerce un mandat exécutif au sein de la collectivité, être considéré comme participant à la mission de service public de l'information locale assurée par cette collectivité. Donc, un avis du Conseil d'État, à mon sens, très important parce qu'il peut ouvrir certaines interprétations. Enfin, avant-dernière décision qui est intéressante puisque ici, le juge administratif, le Conseil d'État, dans une décision du 17 avril 2025, nous considère que dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services, d'un EPCI à fiscalité propre au bénéfice de sa commune. Dans ce cadre-là, on était sur la métropole de Toulouse qui avait mis à disposition son service instructeur à l'une de ses communes membres et dans le cadre de cette convention de mise à disposition avait prévu que la commune ne pourrait pas se retourner et engager la responsabilité de Toulouse Métropole si jamais le service instructeur commettait une erreur et qui pouvait causer un préjudice. Et le juge administratif a considéré que cette convention de mise à disposition, faisant l'objet d'un remboursement de frais, constituait un contrat
prévoyant la rémunération d'une personne physique ou morale au sens de l'article 2131-10, et qu'à ce titre, une telle convention ne pouvait pas légalement contenir une clause stipulant que la commune renonce à engager toute action en responsabilité à l'égard de Toulouse Métropole. Donc, décision importante parce qu'on aurait pu considérer, dans ce cadre de ces conventions de mise à disposition, que ce type de clause aurait pu être envisagé. Attention à les supprimer, si tel était le cas, dans vos conventions de mise à disposition. Enfin, dernière décision sur laquelle j'irai de manière très rapide, c'est une nouvelle décision qui a été rendue par le Conseil d'État en matière de tarification de services publics et plus particulièrement en matière d'eau et d'assainissement, où le juge administratif est venu préciser sa jurisprudence dans quel cas on peut faire appliquer une différence tarifaire sur le territoire d'un EPCI à fiscalité propre. Pour rappel, ici, c'est la jurisprudence classique du Conseil d'État de Desnoyers-Schorck de 1974 qui nous dit qu'on peut prévoir des dérogations au principe d'égalité des usagers devant un service public dès lors que cette différenciation est justifiée par une différence objective de situation en lien avec les services ou à motif d'intérêt général. Appliquant cette jurisprudence aux thématiques de l'eau et de l'assainissement, le juge administratif a considéré dans un arrêt important, un Narbonne-Liberté de 96, qu'on pouvait faire une tarification différenciée pour les usagers du service public de distribution d'eau résidant sur le territoire touristique de la commune, eu égard à des conditions d'exploitation spécifiques, propres à ce territoire-là. Et donc, le juge a considéré que les usagers de cette partie touristique du territoire étaient dans une situation objective différente du reste des usagers du territoire. Jurisprudence confirmée par le Conseil d'État en 98, commune des Ors, où là, le juge a considéré que le centre-bourg d'une commune de montagne de 100 habitants, les usagers de ce centre-bourg étaient dans une situation objective différente de la partie touristique du territoire de montagne qui accueille les skieurs pendant trois mois de l'année de manière forte et avec une grande densité. Et donc, on pouvait avoir une tarification différenciée entre le centre-bourg et la partie touristique. De même, une dernière jurisprudence du Conseil d'État du 22 octobre 2021 où le juge a considéré qu'on peut avoir le coût d'exploitation du service de l'assainissement peut justifier cette différence tarifaire. Dans ce cas d'espèce, on avait 4 communes historiques qui avaient participé à l'investissement pour la construction d'une station d'épuration. Suite à cela, plusieurs communes avaient adhéré au syndicat et s'étaient raccordées à la station d'épuration. Donc, ces communes-là n'avaient pas supporté les coûts d'investissement. Le Conseil d'État a considéré que on pouvait appliquer une tarification différente entre ces deux typologies de communes, puisqu'elles n'étaient pas dans la même situation. Ici, la jurisprudence que je voulais vous évoquer du 21 mai 2025 va dans cette lignée, mais apporte une précision importante, puisqu'elle nous dit que l'écart historique de tarification entre usagers d'un service public d'assainissement non collectif ne justifie pas en tant que tel une différence tarifaire. Donc, en cas de transfert de compétences, ce n'est pas parce que vous aviez une différence tarifaire historique entre le territoire des différentes communes que ça justifie par principe cette différence tarifaire. Il faut toujours, dans ce cadre-là, se fonder soit sur un motif d'intérêt général qui justifie que l'on n'applique pas le tarif tout de suite, soit sur une différence objective de situation présente conformément aux jurisprudences précitées dans ce cadre-là. Et je passe la parole à Xavier pour la commande publique. Merci Simon. Donc je prends la suite pour vous parler de la commande publique et en suivant du droit de la construction et de l'immobilier. Alors concernant la commande publique, l'actualité de ce premier semestre qu'on a étendu à la fin du mois de décembre 2024 commence par ce décret du 30 décembre 2024 qui porte diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.
vous avez certainement entendu parler. Nous avons un ensemble de mesures. On peut les passer en revue rapidement, avec notamment l'augmentation à 20% au lieu de 10% de la part d'exécution minimale confiée aux PME dans le cadre des marchés globaux, des marchés de partenariat et des contrats de concession. On a également l'abaissement du taux de retenue de garantie à 3% au lieu de 5% pour les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros. Il s'agit d'une mesure, bien entendu, qui vise à favoriser les entreprises, mais qui est simplement dirigée vers les acheteurs publics qui ont un certain moyen financier et qui peuvent se le permettre. C'est pour ça que c'est limité aux acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros. On a également un nouveau seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics de défense et de la sécurité innovante qui passe à 300 000 euros. On a également l'uniformisation des règles relatives au déclenchement du délai de paiement qui dorénavant commence à courir le délai de paiement à compter de réception par le maître d'ouvrage et bien du décompte général et définitif. Voici pour les principales mesures de ce décret du 30 décembre 2024. Également, à la fin du mois de décembre, nous avions sur la diapositive suivante un décret du 28 décembre 2024, et ça, vous l'avez tous entendu parler. Cela concerne bien entendu le seuil de 100 000 euros pour les marchés de travaux, seuil qui est prolongé d'une année supplémentaire puisqu'il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Et qui donc permet de passer des marchés de travaux sans, pour le coup, aucune mesure de publicité et de mise en concurrence. Il s'agit d'une mesure qui, là encore, vise à favoriser l'accès à la commande publique, notamment pour les PME, voire les TPE, et à faciliter la passation pour les petits marchés d'entretien courant de marchés de travaux, et qui vont permettre donc à ces TPE PME qui sont pas habitués de répondre à des procédures d'appel d'offres et bien d'avoir accès à ce type de marché qui sont donc passés par les collectivités, par les acheteurs publics de façon générale, sans publicité et mise en concurrence. La diapositive suivante, on reste toujours dans l'actualité réglementaire et législative et je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette loi du 24 février 2025 concernant l'urgence à Mayotte à la suite du cyclone Chido dont on a tous entendu parler, qui a décrété beaucoup de dégâts sur Mayotte. Et cette loi d'urgence comporte tout un ensemble de mesures qui justement vont permettre là aussi de faciliter la passation de la commande publique pour faire face à cette situation d'urgence. Donc on ne va pas énumérer toutes les mesures, mais grosso modo cela vise à simplifier, à abaisser les seuils de procédure de passation. Pour vous donner un ordre d'idée, on a des seuils de passation de marché de travaux qui sont à 2 millions d'euros. En deçà de ce seuil de 2 millions d'euros, eh bien, les marchés de travaux peuvent être passés sans publicité et sans mise à concurrence, à condition que ces travaux concernent la reconstruction et la réfection des équipements publics et des bâtiments qui ont été affectés par le cyclone. On a également une dérogation relative à l'allotissement, le recours aux marchés globaux qui est facilité. Il n'y a pas les conditions, les restrictions qui sont énoncées à l'article L 2171-2 qui sont applicables. Maintenant qu'on a vu cette actualité législative et réglementaire, on peut passer à l'actualité jurisprudentielle. Et je commence par cette première arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 7 février 2025 qui m'a semblé intéressant parce qu'en lien justement avec l'actualité réglementaire et notamment cette possibilité de passer des marchés de travaux jusqu'à 100 000 euros sans publicité mise en concurrence, puisque dans cette décision, la Cour administrative d'appel
de Nantes nous indique que la commune qui est dispensée de publicité et mise en concurrence parce qu'elle passe un marché de travaux en dessous du seuil de 100 000 euros et qui a adopté un principe de passation en sollicitant 3 devis, ne peut pas être regardé comme s'étant volontairement soumis à une procédure adaptée et par conséquent, eh bien, le juge rejette le recours qui avait été diligenté contre cette procédure de passation. Argument du requérant consistait à dire mais la collectivité a sollicité 3 devis, cela veut dire qu'elle s'est soumise elle-même à une procédure adaptée et elle aurait dû la suivre jusqu'au bout. La Cour administrative d'appel de Nantes rejette cet argument en expliquant que la collectivité n'était pas soumise à aucune mesure de publicité mise en concurrence et elle pouvait très bien solliciter 3 devis. Cela ne pouvait être considéré comme se soumettant volontairement à une des procédures prévues par le Code de la commande publique. Ensuite, cet arrêt du Conseil d'État, cette fois-ci, du 24 mars 2025, qui rappelle une solution importante et intéressante qui concerne les acheteurs publics et qui passe donc des marchés publics et qui nous rappelle qu'en cas de modification importante dans le cadre des documents de consultation des entreprises, le DCE, eh bien, il est impératif que l'acheteur public reporte le délai de dépôt des offres. Cet arrêt est intéressant parce qu'il rappelle cette solution-là. Il rappelle aussi que la notion en question qui est prévue par le Code de la commande publique, c'est celle de modification importante. En l'espèce, la Cour, les juges du fond et de première instance qui s'étaient prononcés avaient employé la notion de modification substantielle et les requérants avaient reproché devant le Conseil d'État à ses premiers juges d'avoir fait une erreur de droit dans la mesure où le texte parle de modification importante et pas de modification substantielle. Et le Conseil d'État vient rejeter cet argument en expliquant qu'une modification substantielle est nécessairement une modification importante. En l'espèce, la modification importante, quelle était-elle? Mais il s'agit d'une modification des spécificités des vêtements professionnels objets du marché. Il s'agissait de la passation du marché pour fournir les uniformes pour les pompiers de Paris. Il y avait une modification des spécificités avec la possibilité pour les candidats de donner et de soumettre des échantillons supplémentaires auprès de l'acheteur public. Eh bien, le juge administratif a considéré qu'il s'agissait d'une modification importante qui nécessitait le report de l'échéance pour remettre les offres. La décision suivante concerne cette fois-ci un cas de résiliation de marché, résiliation pour faute. Elle est intéressante, cette décision du Conseil d'État du 25 février 2025 parce qu'elle est assez contre-intuitive. Dans cette décision, il s'agissait d'un marché de conception-réalisation qui avait été résilié pour faute par l'acheteur public. Et l'acheteur public, dans le cadre du décompte du résiliation, avait refusé de régler les prestations d'études qui avaient été réalisées. Elle avait refusé de régler ces prestations d'études qui avaient été réalisées au motif qu'elles ne servaient à rien, puisque le marché de conception et réalisation n'allait pas être exécuté, que cette résiliation rendait totalement inutile ces études de conception attachées au marché qui avaient été réalisées. Eh bien, le Conseil d'État vient sanctionner ce raisonnement qui passerait assez logique, relevé du bon sens, en expliquant que les prestations même inutiles qui ont été réalisées, même dans le cadre d'une résiliation pour faute, doivent être réglées, faire l'objet d'une rémunération, quitte à la collectivité par la suite d'exercer une action en responsabilité pour faute contre le titulaire du marché qui a été résilié. Donc l'acheteur public doit procéder en 2 temps, résilier, payer ces prestations inutiles qui ont été réalisées et par la suite engager une responsabilité contre le titulaire.
La décision suivante, toujours dans la commande publique, est une illustration d'une solution jurisprudentielle qui est arrêtée, mais une illustration intéressante puisqu'on le retrouve souvent dans les dossiers. Et d'ailleurs, on le traite actuellement pour un client, donc cette décision m'a un peu sauté aux yeux. Il s'agit de la détermination de l'indemnité consécutive à une résiliation pour motif d'intérêt général. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la solution dégagée par le Conseil d'État qui en 2022, il s'agissait d'une évolution jurisprudentielle, puisque dans cette décision de 2022, le Conseil d'État nous a expliqué que dans les clauses du contrat, il était certes possible d'aménager et d'encadrer le droit à indemnisation du titulaire d'un marché qui se trouve résilié pour motif d'intérêt général, mais le contrat ne pouvait pas prévoir une indemnisation qui allait au-delà du préjudice réellement subi par le titulaire, le préjudice pouvant résulter du gain dont il a été privé, le manque à gagner et des dépenses qu'il a normalement exposées dans l'exécution du contrat avant la résiliation pour motif d'intérêt général. En revanche, dès lors que le contrat prévoit un droit à indemnisation moindre, eh bien c'est la solution, c'est la clause contractuelle qui s'applique et le droit d'indemnisation moindre doit s'appliquer dès lors qu'elle est prévue au contrat et en l'occurrence, il s'agissait de disposition d'un CCAG. Donc, pour résumer, la clause d'un contrat administratif peut prévoir que l'indemnisation pour motif d'intérêt général sera inférieure au préjudice réellement subi résultant du manque à gagner et des dépenses normalement exposées. En revanche, l'inverse n'est pas possible, c'est-à-dire que dans un contrat administratif, il n'est pas possible de prévoir une indemnisation en cas de résiliation pour motif d'intérêt général qui accorderait au titulaire une indemnisation qui irait au-delà du préjudice qui est réellement subi. Et ça, c'est une solution qui est importante à rappeler dans le cadre des contrats qui peuvent être négociés, tout type de contrats administratifs, soit des marchés publics ou par exemple des conventions d'occupation du territoire. Maintenant, on passe au droit immobilier et de la construction. En matière de droit immobilier de la construction, première décision que je vous ai sélectionnée, c'est cette décision du Conseil d'État du 17 mars 2025 concernant le régime du paiement des travaux supplémentaires exécutés sans ordre de service. Il s'agit d'une décision qui est importante parce qu'il s'agit d'une évolution jurisprudentielle puisqu'elle vient apporter une précision sur le droit à rémunération dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire en cas de travaux supplémentaires. Vous savez que la solution applicable en l'espèce est la suivante, c'est que les travaux supplémentaires sont réglés, doivent être payés par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils sont demandés par ordre de service. Et si c'est le titulaire qui réalise de sa propre initiative ces travaux supplémentaires, il a le droit au paiement de ces travaux supplémentaires dès lors qu'il est démontré que ces travaux sont indispensables. L'avancée de cette décision du Conseil d'État du 17 mars 2025 est de se prononcer sur les travaux qui ont été exécutés non pas en exécution d'un ordre de service dûment écrit, mais sur instruction orale du maître d'ouvrage. Eh bien, le Conseil d'État affirme que dans cette hypothèse-là, où les travaux supplémentaires ont été demandés même oralement par le maître d'ouvrage, ou par exemple le maître d'œuvre, doivent faire l'objet d'une rémunération supplémentaire parce qu'elle va être considérée comme étant demandée par le maître d'ouvrage. Alors bien entendu, en matière d'application de cette solution, cela nécessite pour le titulaire d'apporter la preuve qu'il a bien reçu un ordre oral provenant d'une personne fondée de réaliser ces travaux supplémentaires, ce qui peut constituer une difficulté dans le cadre de l'apport de la preuve et le juge public veillera à vérifier que cette preuve de l'ordre oral a bien été apportée.
Maintenant, on passe une solution du Conseil d'État du 13 mars 2025 concernant cette fois-ci les marchés de maîtrise d'œuvre. C'est une solution intéressante qui a été dégagée par le Conseil d'État dans cette décision, parce qu'il s'agit ici de se prononcer sur la question de savoir si un marché de maîtrise d'œuvre qui a été attribué au terme d'un concours, eh bien, était soumis à l'obligation de délai de standstill. Et la particularité aussi dans cette affaire, qui a été soulevée par le requérant, c'était que l'acheteur public avait mentionné dans ses lettres de rejet des candidatures qu'elle se soumettrait eh bien, à un délai de standstill. Le Conseil d'État apporte ici une solution qui est innovante, qui n'avait jamais été exprimée par lui. Il nous explique que le délai de standstill ne s'applique pas à la procédure de concours pour sélectionner un maître d'œuvre dans le cadre d'un marché de maîtrise d'œuvre, parce qu'il nous explique que le procédure de concours n'est pas une procédure de passation d'un marché, mais simplement une technique d'achat. Et que l'obligation de respecter le délai d'attente, le délai de standstill, le délai au terme duquel le contrat peut être signé, s'applique uniquement aux procédures de passation des marchés, aux procédures formalisées d'ailleurs, et pas aux procédures adaptées, et pas aux techniques d'achat telles que le concours. Le concours, c'est une technique d'achat au terme duquel le marché est passé avec le maître d'œuvre sans publicité et en mise en concurrence, donc en application des textes. Il n'y a pas d'application du délai de standstill. Et le Conseil d'État réaffirme sa jurisprudence Grand Port Maritime du Havre qu'il avait déjà exprimé auparavant, en nous expliquant que c'est pas parce que l'acheteur public a indiqué, notamment dans ses lettres de rejet, qu'il se soumettait à un délai de standstill, qu'il faut faire application de ce délai de standstill. Il nous explique, pour justifier cette solution, que l'office du juge en matière de référé précontractuel se restreint à la violation des obligations de publicité et de mise en concurrence et les résultats du texte de code de la commande publique, et bien que cette obligation de respecter le délai de standstill ne s'applique pas au marché procédure adaptée et ne s'applique qu'aux procédures formalisées et que nous n'étions pas en face d'une procédure formalisée. Donc, même si l'acheteur public avait fait mention de ce délai, il ne peut pas lui être appliqué et par conséquent, il ne s'agit pas d'une irrégularité, le fait que le marché ait été passé, signé avant l'expiration de ce délai de standstill dans ce cadre de ce concours pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre. Autre solution intéressante, il s'agit d'une application d'une solution qui a été dégagée par le Conseil d'État, mais il me semble important de le rappeler. Il s'agit du contrôle du maître d'ouvrage sur les travaux qui sont réalisés par le sous-traitant. Il faut savoir, c'est souvent oublié, c'est que le maître d'ouvrage a un contrôle dans le cadre du paiement direct qui était réalisé entre le cadre du paiement de sous-traitant. Mais ce contrôle est limité uniquement à la consistance des travaux. Et là, cet arrêt du de la Cour administrative d'appel de Douai du 3 avril 2025 nous réaffirme la solution qui a été dégagée par le Conseil d'État, c'est que ce contrôle sur la consistance des travaux ne peut s'étendre sur la qualité des travaux exécutés. Cela veut dire que très concrètement, l'acheteur public, le maître d'ouvrage, ne peut pas refuser un paiement direct en prétextant la mauvaise qualité des travaux exécutés par le sous-traitant. Il peut simplement se prévaloir d'une absence de réalisation de travaux ou d'une consistance des travaux qui n'est pas conforme à la commande exprimée dans le contrat de sous-traitance. Et je crois que j'en ai terminé pour la commande publique et le droit immobilier. Donc, je passe la parole à Jennifer Riffard pour le droit de la fonction publique. Merci. Merci Xavier. Donc un peu de droit de la fonction publique maintenant. Pour commencer, j'ai sélectionné 2 textes qui sont intervenus là sur le premier semestre. Le premier, donc, c'est la modification, vous avez tous cette information en tête, j'imagine, la modification de l'article L822-3 du Code général
par la loi de finances pour 2025, qui vient modifier les règles, enfin les conditions de rémunération des agents qui sont placés en congé maladie ordinaire. Jusqu'à maintenant, donc les agents qui étaient en congé maladie ordinaire avaient le droit sur les 3 premiers mois à 100% de leur traitement et ensuite sur les 9 mois suivants à 50% de leur traitement. La modification, elle porte donc sur les 3 premiers mois. Maintenant, on n'est plus à 100% du traitement, mais à 90%. Cette modification, elle va se répercuter sur les droits qui peuvent être alloués aux agents du régime indemnitaire sur cette période-là, hein, puisque pour le régime indemnitaire, vous avez la possibilité de le maintenir dans votre délibération. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez le décider, mais dans la limite du traitement qui est versé. Donc, on va devoir aussi, sur le régime indemnitaire, abaisser à 90% maximum le maintien. Par contre, le texte n'a pas d'incidence sur les droits à maintien sur cette période de 3 mois, les 3 premiers mois de l'indemnité de résidence et du SFT qui sont maintenus à 100%. Des syndicats ont fait des recours contre ce texte, hein, et notamment le Conseil d'État, par une décision du 26 mai 2025, a rejeté une demande de QPC qui était présentée pour contester la constitutionnalité de la loi de finances sur cet aspect-là. Différents arguments ont été évoqués par les requérants, notamment une rupture d'égalité avec les salariés de droit privé. Sans surprise, ça n'a pas été retenu, le Conseil d'État considérant que les salariés sont dans des situations différentes de celles des agents publics. Voilà pour ce premier texte. Le second texte, qui est récent, qui est du 21 juin, qui était attendu sur la question des conditions dans lesquelles on peut indemniser les congés annuels des agents qui ne sont pas pris au moment où la relation de travail prend fin, et puis les conditions dans lesquelles les agents qui, sur une année civile donnée, n'ont pas pu au 31 décembre épuiser l'ensemble de leurs congés annuels, peuvent en bénéficier d'un report de ces congés annuels non pris. Donc, sur ce point-là, un petit rappel, les textes jusqu'à présent, jusqu'au 21 juin 2025, étaient très restrictifs. Hein, on n'avait pas de possibilité d'indemniser un fonctionnaire pour les congés annuels non pris au moment où sa relation de travail prenait fin, et la possibilité de reporter les congés n'était pas vraiment prévue. On avait une possibilité d'une autorisation exceptionnelle de l'administration, c'était pas très encadré. Et puis, sous l'impulsion de la jurisprudence communautaire et des textes communautaires, le juge administratif, depuis plusieurs années, maintenant 3, 4, 5 ans, avait développé sa propre jurisprudence sur ce point, ses propres règles, et permettait du coup, dans certaines conditions, un report et une indemnisation des congés. Ici, ce que le pouvoir réglementaire, pour l'essentiel, c'est qu'il intègre du coup au décret de novembre 85 sur les congés annuels les règles qui ont été dégagées par le juge administratif, en prévoyant la possibilité pour les agents qui, sur une année civile donnée, n'ont pas pu utiliser tous leurs congés annuels parce que notamment ils étaient en congé maladie ou en congé parental, et bien de pouvoir reporter ces congés annuels-là sur une durée de 15 mois, c'est ce que prévoyait déjà la jurisprudence. C'est-à-dire que si au 31 décembre 2024, vous avez des agents qui n'avaient pas pu utiliser sous leur congé annuel parce qu'ils avaient par exemple été sur une période importante en congé de maladie, eh bien ces agents pouvaient à ce moment-là vous demander de reporter leur congé annuel pour qu'ils puissent en bénéficier jusqu'au 31 mars 2026. Donc ça, c'est ce premier point, la question du report. Et puis, second point, l'indemnisation. Jusqu'à maintenant, aucune indemnisation possible pour les fonctionnaires. Maintenant, le fonctionnaire dont la relation de travail prend fin, par exemple parce qu'il est admis à la retraite, aura droit à une indemnisation des congés annuels qu'il n'a pas pu prendre à la date à laquelle il est admis à la retraite, s'il est démontré qu'il n'a pas été en mesure de les prendre avant son départ en retraite ou la fin de fonction qui aurait un autre motif. Donc voilà pour les textes nouveaux à signaler sur le premier semestre. Ensuite, en matière d'actualité jurisprudentielle, quelques jurisprudences. Tout d'abord en matière disciplinaire, la décision du Conseil d'État du 6 janvier sur le droit de se taire. Alors, le droit de se taire, on sait qu'il a été reconnu par le Conseil constitutionnel aux agents qui font l'objet de procédures disciplinaires fin 2023. On l'avait évoqué dans les précédentes actualités. Et puis dans l'actualité, la dernière du mois de décembre, vous avez annoncé effectivement que le Conseil d'État allait très prochainement apporter des précisions intéressantes sur le droit de se taire, chose faite donc par cette décision du 6 janvier. 2 points à signaler sur cette décision-là. Le premier, c'est que le Conseil d'État nous précise que le droit de se taire, vraiment, il s'applique uniquement lorsqu'on a engagé une procédure disciplinaire. Tout ce qui est fait en dehors de la procédure disciplinaire avant cette procédure-là n'est pas concerné par le droit de se taire, et notamment si je fais une enquête administrative et que j'engage la procédure disciplinaire après l'enquête administrative, eh bien, je n'ai pas à informer l'agent, même suspecté de faute, que je reçois lors d'une audition dans l'enquête administrative de son droit de se taire. C'est vraiment uniquement lorsque la procédure disciplinaire a été engagée.
Et d'ailleurs, une décision avait été rendue le 19 décembre 2024, où on était dans la chronologie inverse, c'est-à-dire que j'avais décidé d'engager la procédure disciplinaire, je l'avais officiellement ouverte, et j'avais fait une enquête administrative une fois que cette procédure était engagée. Et bien dans ce cadre-là, l'agent devait être informé de son droit de se taire dans le cadre de l'enquête. Donc ce qui est vraiment déterminant, c'est le moment où je décide officiellement d'engager la procédure disciplinaire. Et puis, autre précision apportée par le Conseil d'État dans cette décision, précision pour moi très intéressante, effectivement, c'est de savoir dans quel cas, concrètement, le non-respect, donc l'absence d'information de l'agent qu'il a le droit de se taire, va vicier la décision de sanction qui est prise à l'issue de la procédure. Bien ici, le Conseil d'État fait application finalement des principes dégagés par sa décision d'Antony et nous précise que, très concrètement, l'Office du juge administratif, ça va être de vérifier si, dans l'hypothèse où on n'a pas informé l'agent du droit de se taire lors de la procédure disciplinaire, est-ce que la sanction qui a été prise à la fin de la procédure se fonde de façon déterminante ou non sur des informations, des propos qu'il a tenus pendant la procédure disciplinaire. Par exemple, l'agent qui va se retrouver devant le conseil de discipline, qui va reconnaître les faits qui lui sont reprochés, qui va peut-être apporter des précisions sur ces faits-là, si on ne l'a pas informé du droit de se taire, effectivement, la sanction sera irrégulière. Par contre, l'agent qui, de fait, ne va apporter aucune information ou qui va de lui-même se taire sans même qu'on lui ait notifié ce droit-là, le fait qu'on ne lui ait pas notifié le droit n'aura pas d'incidence sur la régularité de la sanction. Donc c'est vraiment une appréciation au cas par cas de voir quelle a été l'incidence de l'absence d'information du droit de se taire sur la posture de l'agent et sur la sanction qui est prise à la fin de la procédure. Deuxième décision intéressante en matière de procédure disciplinaire, c'est la décision du 24 juin 2025 du Conseil d'État qui nous apporte une précision sur la question de l'écoulement du délai de prescription de l'action disciplinaire. Donc sur ce point-là, les dispositions sont prévues dans le Code général de la fonction publique. La règle, c'est que l'administration, vous avez 3 ans à compter du jour où vous avez connaissance de la réalité, de l'ampleur et de la nature des faits fautifs commis par un agent pour engager une procédure disciplinaire. Donc c'est vraiment le seul délai qui s'impose à vous pour engager la procédure. Le texte prévoit d'ores et déjà que ce délai de 3 ans peut être interrompu par différentes causes et notamment par l'engagement de poursuites pénales contre l'agent. Donc la chronologie habituelle, c'est vous êtes informé qu'un agent a commis des fautes, vous êtes informé en parallèle qu'il fait l'objet d'une procédure pénale. Ça vous arrange, on va dire, de connaître l'issue de la procédure pénale pour vous permettre d'engager une procédure disciplinaire parce que, par exemple, si l'agent est condamné, ça vous permettra d'établir la réalité des faits fautifs. Donc, le texte prévoit que dans cette hypothèse-là, le délai de 3 ans qui a pu commencer à courir parce que vous avez connaissance des faits est interrompu par les procédures pénales et qu'il reprend de zéro, donc à nouveau un délai de 3 ans s'ouvre au moment où la procédure pénale prend fin de façon définitive. Que ce soit parce que le dossier est classé sans suite, que ce soit parce qu'on a une décision de non-lieu d'acquittement ou de condamnation. Peu importe, c'est vraiment au moment où l'action pénale prend fin de façon définitive qu'à nouveau un délai de 3 mois s'ouvre de 3 ans s'ouvre pour que vous puissiez engager la procédure disciplinaire. Le Conseil d'État, dans cette décision, il s'est prononcé sur une situation un peu différente dans laquelle vous, administration, vous n'avez pas été informé que votre agent avait commis des fautes, avait commis des faits que vous considérez comme fautifs. Cet agent-là a commis à un instant T des faits avant qu'il soit employé ou alors qu'il était employé chez vous. Il fait l'objet d'une procédure pénale. Vous n'avez pas eu connaissance de tous ces événements-là. Et puis, un jour, il est condamné ou il est relaxé et vous avez connaissance de cette condamnation pénale-là. Eh bien, le Conseil d'État, dans cette décision, nous indique que le délai de 3 ans, il ne court pas à compter du jour où la procédure pénale prend fin, mais il court à compter du jour où vous avez connaissance de la condamnation ou de la relaxe ou du classement sans suite. C'est vraiment uniquement au moment où vous avez connaissance de la condamnation ou en tout cas de la fin de la procédure pénale que le délai de 3 ans débute. Ce n'est pas au moment où le juge pénal prend cette décision-là. Donc ça, c'est une hypothèse intéressante. Ça veut dire que si vous avez connaissance du fait qu'un agent a été condamné pénalement, même plusieurs années auparavant, mais que vous n'aviez aucune information sur les faits ni sur la procédure pénale, vous avez toujours la possibilité d'engager du coup une action disciplinaire. Troisième décision, on reste toujours dans le cadre du droit disciplinaire, des illustrations intéressantes sur l'application du principe de loyauté de la preuve. Alors, petit rappel ici, le juge administratif, c'est très récurrent, nous rappelle toujours en matière disciplinaire que l'administration a une liberté dans l'administration de la preuve. C'est d'ailleurs, ça tranche d'ailleurs assez fortement avec les règles en matière de preuve devant le juge judiciaire, que ce soit pénal ou civil. Vraiment, l'administration ici a une liberté. Tout mode de preuve est admis par le juge administratif. La seule limite qui est fixée par le juge administratif en cette matière-là, c'est que l'administration n'apporte pas des preuves
qu'elle aurait obtenu en méconnaissant le principe de loyauté. Donc, on a déjà quelques jurisprudences qui sont rendues souvent sur les mêmes thématiques. Il y a deux hypothèses auxquelles je pense particulièrement. C'est l'hypothèse de l'administration qui recourt à un détective privé, où là, on a des décisions qui nous disent si le détective privé il a fait des constats depuis la voie publique, par exemple, il n'y a pas de méconnaissance du principe de loyauté de la preuve. De même, l'autre hypothèse qu'on voit souvent en jurisprudence, c'est l'administration qui utilise des images de vidéosurveillance pour établir des faits fautifs. De la même façon, on nous indique si, par exemple, les images de vidéosurveillance, elles ont été prises sur la voie publique ou si c'est un dispositif qui avait été régulièrement mis en place, pas de difficulté, l'administration peut utiliser ces images-là pour établir les faits fautifs qu'elle reproche à l'agent. Ici, on a deux illustrations qui portent sur d'autres hypothèses, donc c'est en cela que c'est intéressant. Le TA de Montpellier, tout d'abord. Ici, c'est l'hypothèse dans laquelle l'agent avait produit des certificats médicaux pour justifier d'un arrêt de travail. L'administration, pour des raisons pas précisées dans le jugement, avait de forts doutes sur l'authenticité du certificat médical qui lui était transmis. Et ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait pris contact avec le secrétariat du médecin pour se faire confirmer l'authenticité de ce certificat. Le médecin avait fait un courrier pour indiquer qu'il n'avait jamais établi ce certificat médical-là. Elle a produit ce courrier dans le cadre de la procédure disciplinaire et le TA nous dit que ici l'administration n'a pas méconnu le principe de loyauté de la preuve parce qu'elle pouvait effectivement prendre contact avec le secrétariat du médecin pour obtenir cette information-là. Deuxième illustration, c'est la décision de la CA de Marseille. Ici, donc c'est l'hypothèse dans laquelle l'agent a fait l'objet de poursuites pénales. En tout cas, il y avait une enquête qui avait été diligentée. Un rapport avait été établi par les services de police qui permettait d'identifier l'agent comme ayant commis des faits de vol de carburant. Et l'administration s'était fondée notamment sur ce rapport de police pour engager la procédure disciplinaire. Ce qui était reproché ici à l'administration, c'était que ce rapport avait été écarté par le tribunal judiciaire parce qu'il avait considéré qu'il était entaché d'irrégularité au regard des règles prévues par le Code de procédure pénale. La Cour administrative d'appel de Marseille nous indique qu'ici, on a un principe d'indépendance entre les procédures administratives et pénales, que l'administration, du coup, dans cette hypothèse-là, n'a pas méconnu son obligation de loyauté en utilisant un rapport qui a été considéré par le juge judiciaire, par le tribunal correctionnel, comme étant entaché d'irrégularité. Donc, les conséquences qu'on peut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, on voit que sur ce principe de loyauté de la preuve, le juge administratif, c'est vraiment dans des hypothèses très particulières qui considère que ce principe est méconnu, mais que dans la plupart des décisions, quand la méconnaissance de ce principe est mise en avant par l'agent, c'est un argument qui est écarté par le juge administratif. Alors, deux autres décisions, on change de thématique en matière de RIFSEP. Alors, on a ces dernières années de plus en plus de décisions qui vous permettent de savoir un petit peu quelle est votre liberté sur, d'une part, les règles générales qui sont mises en place par délibération sur les conditions d'attribution du régime indemnitaire du RIFSEP, et puis ensuite sur la partie attribution individuelle des deux composantes du RIFSEP, du CIA et de l'IFSE aux agents. Ici, c'est deux jugements qui vous apportent des précisions sur l'attribution individuelle du CIA qui me paraissaient importantes et intéressantes de porter à votre connaissance. Le premier jugement du TA de Cergy, c'est un agent qui contestait le montant de CIA qui lui avait été attribué et le tribunal administratif lui donne raison, considère que l'administration a commis une erreur de manifeste d'appréciation. Dans cette décision-là, l'administration justifiait une baisse de CIA attribuée à un agent par le fait que celui-ci n'avait pas atteint tous ses objectifs, tels que cela ressortait du compte-rendu d'évaluation annuelle. Ici, le juge, il rappelle que le CIA est attribué au regard des critères fixés par la délibération et notamment au regard de l'appréciation de la manière de servir de l'agent. Et le juge constate qu'ici, l'agent, oui, n'a pas atteint tous ses objectifs, mais les objectifs qui n'ont pas été atteints l'ont été pour des motifs qui sont extérieurs à la manière de servir de l'agent. Ici, c'était lié aux conditions de travail pendant la pandémie et donc considère que l'administration ne pouvait pas se fonder sur le fait que l'agent n'ait pas atteint tous ses objectifs une année donnée pour réduire le montant de son CIA. Deuxième décision, le jugement rendu par le TA de La Réunion, ici qui vous rappelle un point important, c'est que l'administration, à partir du moment où les agents, liste dans sa délibération les agents qui peuvent être bénéficiaires du CIA et de manière générale du RIFSEP, eh bien doit ensuite, pour chacun des agents qui est bénéficiaire au regard des règles générales fixées par sa délibération, se prononcer sur l'octroi ou non vis-à-vis de ces agents-là du CIA. Donc si on ne prend pas de décision, on ne peut pas se contenter de dire j'ai pas pris de décision parce que je ne voulais pas verser le CIA. C'est ce que nous dit en tout cas le jugement du tribunal administratif de La Réunion. Il sera intéressant de voir si en appel, par exemple, un tel jugement sera confirmé. On nous dit qu'en l'absence de décision, finalement, ce que le tribunal administratif estime, c'est que l'administration ne s'est pas du coup prononcée, n'a pas examiné la situation de l'agent, elle ne s'est pas prononcée sur l'attribution du CIA, et donc c'est irrégulier et qu'elle doit prendre une décision pour se prononcer sur l'attribution du CIA à l'agent.
Dernier point sur les actualités de droit de la fonction publique. Une première décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel en janvier 2024 qui portait sur la question des conséquences du non-respect des décisions qui sont prises notamment par des avis rendus par la Haute Autorité de la Transparence et de la Vie publique sur la situation des agents publics qui vont cesser temporairement ou définitivement leur fonction publique pour aller travailler dans le privé. Donc, on sait que les agents qui sont dans cette situation-là, qui cessent temporairement, par exemple dans le cadre d'une disponibilité ou de façon définitive après une démission, leur activité publique pour aller travailler dans le privé, leur obligation, c'est d'en informer leur administration, et leur administration doit s'assurer de la compatibilité de ce projet privé avec les fonctions publiques. Donc, pour l'essentiel des agents, ce contrôle, il est fait au niveau de l'administration employeur. Pour les agents qui exercent des fonctions supérieures, c'est la haute autorité qui doit être saisie pour avis. Le texte, l'article L124-20 du Code général de la fonction publique prévoit les conséquences du non-respect par un agent de l'avis de la haute autorité. Donc, il y a différentes conséquences qui sont prévues par ce texte-là. Pour l'agent qui soit ne respecte pas l'avis de la haute autorité, par exemple qui s'était opposé, en tout cas qui avait rendu un avis d'incompatibilité sur le projet privé et l'agent méconnaît cet avis-là, ou alors l'agent simplement s'est complètement abstenu d'informer son administration et finalement on n'a pas eu d'avis rendu ou de contrôle de compatibilité qui a été effectué. Parmi les sanctions qui étaient prévues dans ces cas-là, il y avait notamment l'interdiction qui était faite à l'administration de recruter, à toute administration, pas forcément l'administration qui employait l'agent auparavant, mais l'interdiction pour l'administration de recruter un agent qui aurait du coup méconnu l'avis de la haute autorité dans un délai de 3 ans à compter de la notification de l'avis de la haute autorité ou du début de l'activité privée. Le Conseil constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de cette disposition, de cette sanction, et justement le Conseil a considéré que c'était une sanction, qu'une sanction par définition devait être individuelle. On devait avoir toujours une appréciation de l'administration de chaque cas d'espèce pour déterminer la sanction si elle était ou non justifiée, et qu'ici le texte donnait un caractère automatique à une sanction et que dans ces conditions-là, cette disposition était inconstitutionnelle. Donc cette décision du Conseil constitutionnel a eu pour effet d'abroger cette règle prévue par l'article L124-20 du CGFP. Je termine avec une décision importante rendue en début d'année par le Conseil d'État. Ici, on se situe sur les questions de responsabilité des gestionnaires publics, engagés devant la Chambre du contentieux de la Cour des comptes. Le Conseil d'État était amené à se prononcer dans cette décision du 25 janvier sur le point de savoir si les agents, mais pour autant, à mon sens, cette décision peut être transposée à la situation des élus. Donc, si les agents ou élus qui sont l'objet de poursuites devant la Cour des comptes peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle. Jusque-là, sur ces questions de champ d'intervention, champ d'application de la protection fonctionnelle, la jurisprudence avait toujours été plutôt favorable aux agents, on va dire. Même si la situation ne rentrait pas spécifiquement dans les conditions prévues par le texte, on avait souvent eu des décisions qui considéraient que la protection fonctionnelle pouvait s'appliquer. Je pense notamment à l'hypothèse d'agents victimes de harcèlement moral, où à l'origine, ce n'était pas prévu par le texte, et pour autant, le juge administratif nous avait dit un agent victime de harcèlement moral a le droit à la protection fonctionnelle pour engager les procédures qui découlent pour faire valoir ses droits. Ici, le Conseil d'État a eu une interprétation plus restrictive des dispositions sur la protection fonctionnelle et a considéré qu'un agent qui fait l'objet de poursuites devant la Cour des comptes n'a pas droit à la protection fonctionnelle. Alors, au-delà de cette position, ce qu'il faut préciser, c'est que le Conseil d'État s'est prononcé en ce sens-là, et dans sa décision, ce qui est un peu inhabituel, va venir dire que néanmoins, l'administration peut apporter à l'agent qui est mis en cause un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain, dans la préparation de sa défense. Suite à cette décision, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas très au clair sur quelles peuvent être les actions de l'administration de soutien de l'agent qui est mis en cause devant la Cour des comptes. Le Premier ministre a signé en avril une circulaire qui était censée, à l'origine, on pensait nous éclairer vraiment sur dans quelle mesure l'administration pouvait apporter son soutien à l'agent. Finalement, cette circulaire de 2 pages nous apporte une seule précision, qui est que l'administration doit permettre à l'agent de récupérer les archives, les courriels, les rapports, tout document finalement détenu par l'administration qui lui permettrait de se défendre devant la Cour des comptes. Mais c'est vrai qu'à ce jour, on n'a pas plus de précision sur vraiment jusqu'où peut aller l'administration pour assurer son soutien à l'agent qui est mis en cause devant la Cour des comptes. Donc, on attend une clarification du législateur sur ce point, on l'espère prochainement. Voilà pour la fonction publique, et je laisse la parole du coup à Jean-Marc Petit sur le droit de l'urbanisme. Merci Jennifer.
Premier texte qu'il ne fallait pas manquer durant le premier semestre 2025, c'est cette loi que l'on désigne poétiquement sous le sigle DDADUE, donc qui est une loi qui vise plusieurs domaines du droit en adaptation, donc qui porte adaptation de notre droit au droit européen. Le premier texte qui est concerné au titre de cette loi, c'est la disposition sur les raccordements électriques. Bon, je ne m'attarde pas trop sur le sujet, les collectivités en ont entendu beaucoup parler, notamment via l'AMF. C'est la fin de cette distorsion entre le code de l'énergie et le code de l'urbanisme sur la prise en charge par les collectivités des coûts d'extension et de raccordement électrique. Les choses sont désormais claires, les textes sont désormais concordants, code de l'énergie, code de l'urbanisme. Les collectivités n'ont plus la charge des raccordements électriques. Donc, il n'y a plus au titre de l'urbanisme de refus à opposer à des demandes de permis de construire dès lors que ce sont les demandeurs qui supportent exclusivement le coût des raccordements. La difficulté qui commence à être connue par les collectivités, c'est les questions que peuvent avoir les pétitionnaires, les titulaires de permis de construire, puisque cet aspect finalement est aujourd'hui décorrélé de l'instruction. Ils ne sont pas informés en amont de cette charge et peu l'anticipent en amont et découvre cette charge en aval après la délivrance des permis. Deuxième aspect concerné par cette loi, c'est le dispositif des toitures et stationnements vertueux. Vous savez, ce dispositif très complexe qui est issu de plusieurs textes, revu de manière substantielle en 2023 par la loi PER, et nous en sommes en quelques années à la énième modification. Pour aller à l'essentiel là, ce qui est important pour les collectivités qui sont concernées au titre de leurs bâtiments publics, c'est la fin de la possibilité de s'acquitter de ces obligations en toiture sur des ombrières stationnement. Vous savez qu'on avait la possibilité de respecter ces obligations, de transférer les obligations toiture sur des ombrières de stationnement. Eh bien, avec la loi des DAUDE, ce n'est plus possible, que ce soit pour les bâtiments publics soumis aux dispositions de ces textes ou pour les bâtiments privés à usage d'activité. Deuxième modification importante, c'est une clarification. Les obligations en matière de parking pèsent sur le propriétaire des parkings, sauf précisément pour les parkings publics qui sont gérés sous forme de DSP ou avec des autorisations d'occupation du domaine public, où là, il s'agit maintenant clairement du gestionnaire, du délégataire. Dernière précision et clarification, c'est l'ajustement des dates qui avait été prévu assez maladroitement par la loi APER et qui sont clarifiées par cette loi du 30 avril. Et puis, un desserrement aussi des délais pour les parkings de plus de 10 000 m² qui utilisent des panneaux plus vertueux, dits de seconde génération, et qui disposent de délais légèrement assouplis par rapport aux obligations initiales posées par la loi APER. Attention, vous savez que ce dispositif est en perpétuelle évolution. Il y a des travaux législatifs en cours. Inutile d'en parler. Nous en parlerons en décembre, mais vous avez deux textes qui sont en cours de discussion devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce qui est important, et c'est l'actualité récente, c'est cette loi du 16 juin 2025 qui vise à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, en habitation. Les constats sont simples. Lorsqu'on met en parallèle l'évolution des usages en matière de bureaux, le développement du télétravail, l'augmentation de la vacance qui est partiellement liée à ce phénomène en matière de bureaux, la pénurie en matière de logement, et lorsqu'on les met aussi en parallèle avec les objectifs de limitation de la consommation foncière en extension, eh bien, on arrive assez facilement et rapidement à l'objectif qui est d'augmenter l'offre de logements dans le bâti non résidentiel disponible. Pour utiliser une expression qui a été utilisée par l'auteur de cette proposition de loi, Monsieur Daubier, le besoin de logement a augmenté tandis que l'on compte des millions de mètres de carrés de bureaux disponibles.
Donc, ce constat est ancien, cette proposition de loi également, elle a fait les frais de la dissolution et elle a été précédée de la mise en place de groupes de travail au niveau ministériel pour réfléchir à tous les obstacles juridiques mais aussi techniques et financiers à la reconversion des bâtiments, notamment d'activité, en habitation. Et donc l'objectif de cette proposition de loi, c'était de faire évoluer la réglementation de l'urbanisme pour faciliter la reconversion des immeubles non résidentiels. Alors son champ est assez large, puisque si la proposition de loi initiale visait les bureaux, la loi finale est beaucoup plus large, elle vise les bureaux, mais aussi tout ce qui n'est pas de l'habitation. On peut évidemment identifier des locaux administratifs, des locaux industriels, enfin en tout cas en partie industriels, par exemple les maisons de gardiens et d'autres activités comme les hôtels, ce qui peut être important pour les communes de montagne. Quel est le dispositif? Plusieurs mesures. La première mesure, c'est un élargissement des dérogations possibles au règlement de PLU en matière de destination. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans une zone où l'habitation est interdite, eh bien, le maire peut déroger aux règles du PLU sur la destination pour autoriser la reconversion des bâtiments autres que d'habitation à une destination principale d'habitation. Alors, vous noterez que c'est la destination principale, mais pas exclusive. Donc, on peut écarter des articles 1 et 2 de règlement de PLU qui interdisent l'habitation pour favoriser cette reconversion. Cette transformation peut être accompagnée d'une extension ou d'une surélévation avec donc, le cas échéant, de la création de surfaces de plancher. Le champ d'application est très large, je vous l'ai dit, champ d'application matériel, mais aussi géographique, puisque cette disposition est applicable y compris dans les communes qui ne sont pas en zone tendue, et y compris, et c'est important, en zone agricole ou en zone naturelle des PLU. Alors, avec des garde-fous dans ces deux zones, c'est-à-dire que cette dérogation ne peut être délivrée et l'autorisation d'urbanisme ne peuvent être délivrées qu'avec l'avis conforme de la CDPENAF quand on est en zone agricole, un classique, et l'avis de la commission départementale des sites lorsqu'on est en zone naturelle, là aussi un classique. Si le bâtiment est à destination agricole ou forestière, s'ajoute une condition, il doit avoir cessé d'être utilisé à des fins agricoles ou forestières depuis plus de 20 ans. Autre garde-fou, s'il s'agit d'un PLUI qui est concerné, le maire, enfin si la commune n'a pas la compétence PLU, donc si c'était un PLUI, il faut l'accord préalable de l'autorité compétente en matière de PLU. Ce qui est assez remarquable avec cette dérogation, c'est que c'est plus une possibilité, enfin c'est moins une possibilité qu'une obligation pour la collectivité. Le refus de dérogation n'est possible que pour 4 motifs. Des risques de nuisance pour les futurs occupants. Effectivement, s'il y a une promiscuité nuisible avec des parties de locaux qui restent à destination industrielle. Lorsque le bâtiment bénéficie d'une accessibilité qui s'avère insuffisante par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile, ou lorsque le projet de reconversion peut avoir des conséquences sur la démographie scolaire par rapport aux projets, aux écoles existantes et aux projets, ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Vous voyez bien ce dont il s'agit pour les objectifs de mixité sociale. Et donc, logiquement, les refus de dérogation seront à motiver, ce qui est une particularité de cette dérogation par rapport aux autres qui sont prévues par le Code de l'urbanisme, puisque c'est la dérogation qui est motivée pour les autres et pas le refus de dérogation. Une autre disposition dans la loi permet de déroger également aux dispositions qui régissent la taille minimale des logements dans les zones U ou AU des PLU. Autre article important et ce qui se combine éventuellement avec le premier, c'est la nouvelle possibilité pour les auteurs de PLU de délimiter des secteurs dans lesquels les bâtiments qui sont transformés en application de la dérogation doivent être à usage exclusif, pour le coup exclusif, de résidence principale. Et donc, vous voyez là que le mécanisme devient très exigeant, puisque c'est un usage exclusif
donc sans compter d'utilisation accessoire, et de résidence principale, qui exclut les résidences secondaires. Donc on est dans le cadre d'un dispositif qui est emprunté à celui de la loi Le Meur, dont on a discuté lors de la précédente matinale, et qui est assez simple à mettre en place, puisque c'est simplement une modification simplifiée du PLU qui est nécessaire pour instituer cette servitude de résidence principale, y compris lorsque des zones agricoles, naturelles et forestières sont concernées. Pour accompagner ces transformations et permettre aux collectivités de financer les équipements publics, le dispositif des PUP, des projets urbains partenariaux, est modifié. Il est réécrit, ce dispositif-là, pour bien pouvoir viser dans les conventions de PUP les transformations, et non pas seulement les constructions nouvelles, les maîtres d'ouvrage, et pas simplement comme le texte visait les constructeurs, et les déclarations préalables au-delà des permis de construire qui étaient envisagés pour les constructions nouvelles par la rédaction de l'article anti-loi 2025. Donc, le PUP permet, comme vous le savez, d'écarter la taxe d'aménagement qui était bien sûr exigible depuis 2025 et les modifications de la loi de finances pour les transformations, mais qui n'apporte pas de recettes très importantes lorsqu'on a réalisé des équipements importants. Et donc, le PUP permet de substituer à la TA des participations contractuelles pour financer les équipements publics nécessaires aux transformations. Une autre disposition qui est très intéressante, qui contrairement aux précédentes n'est pas encore applicable puisqu'elle nécessite un décret en Conseil d'État, c'est la création d'un permis multidestination. Donc la possibilité pour un pétitionnaire de déposer une demande avec plusieurs destinations possibles et plusieurs destinations successives. Donc c'est un mécanisme qui correspond à la volonté de donner des assurances à ceux promoteurs qui conçoivent des immeubles réversibles et qui doivent avoir, avec ce dispositif-là, une garantie, c'est que l'on ne remette pas en cause, pendant une durée assez importante, puisque c'est 20 ans, la possibilité de réaliser les destinations qui sont autorisées par un permis initial. Nous aurons l'occasion de discuter de ce dispositif peut-être plus amplement lorsque nous aurons le décret qui en réglera les modalités pratiques. Sans oublier un certain nombre de petites dispositions, la possibilité d'avoir un bonus de constructibilité en matière de gabarit et de densité pour les résidences universitaires. Et puis, ce qui est aussi bon à savoir pour les collectivités, c'est la possibilité de faire évoluer les règlements de copropriété de façon plus facile pour permettre les transformations lorsqu'elles sont interdites, puisqu'on passe d'une unanimité à une majorité simple. Et sans compter aussi la possibilité que je rappelle parce qu'elle est importante dans un domaine qui est quand même technique et prospectif, c'est la possibilité de bénéficier du concours et du soutien humain et financier de l'ANCT pour la mise en place de ces dispositifs qui encouragent la reconversion du bâti d'activité en bâti d'habitation. L'autre texte important pendant ce premier semestre, c'est ce décret qui donne un bonus de validité supplémentaire à certains permis. Vous savez que c'était dans l'air du temps depuis longtemps. Le décret a enfin été pris le 26 mai 2025. Schématiquement, les permis de construire délivrés entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 ont 2 ans de bonus de constructibilité supplémentaire, donc le délai passe de 3 à 5 ans, mais c'est exclusif de prorogation administrative annuelle, donc c'est 5 ans et pas plus. Pour les permis qui sont antérieurs, qui ont été délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022, eux, ils bénéficient pas des 2 ans, mais ils bénéficient d'1 an supplémentaire avec des possibilités de prorogation annuelle pour les emmener un peu plus loin. Mais attention, bien faire attention à cette condition qui est prévue à l'article 3 du texte. Cette prorogation à 4 ans n'est possible que si le permis en cause n'était pas caduc au 27 mai 2025. Donc ça sous-entend que cette disposition est applicable aux permis qui ont déjà bénéficié de prorogation annuelle ou
qui ont été mises en œuvre dans la période de validité du permis et qui donc étaient valables au-delà du 27 mai 2025. Il n'y a que ceux qui sont valables encore au 27 mai 2025, qui bénéficient de ce coup de pouce supplémentaire d'1 an. À noter, pour ceux qui s'intéressent aux autorisations d'urbanisme qui concernent les installations ENR, qu'il y a une petite ambiguïté dans le décret du 26 mai 2025, mais qu'ils peuvent se rassurer dans la mesure où un décret est en cours de préparation pour préciser que le régime particulier dont ils bénéficient aujourd'hui reste applicable malgré les dispositions assez uniformes qui sont prévues par le décret du 26 mai 2025. Pour finir, 2 décisions. Bon, il y en avait beaucoup, j'en ai sélectionné 2 qui ont un intérêt pratique assez important. Ce premier arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2025 permet aux collectivités d'utiliser la procédure de référé civil lorsque vous avez des occupations ou des utilisations du sol qui ne sont pas conformes au PLU ou qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme. C'est un arrêt important. On se demandait si on pouvait aller en référé devant le juge civil. Oui, répond la Cour de cassation. Et ce qui est important, c'est évidemment, et intéressant, c'est évidemment le délai de jugement, puisque vous pouvez avoir, en saisissant le juge civil, le juge judiciaire, des référés, des décisions en quelques mois, là où des procédures au fond mettent 1 an ou souvent plus. Dernier arrêt important du Conseil d'État rendu en matière de certificat d'urbanisme. Alors, il y en a 2 parce qu'ils se complètent. Le premier arrêt du 14 avril 2025 rappelle que la cristallisation des règles que confère le certificat d'urbanisme bénéficie à tous les terrains qui disposent d'un certificat d'urbanisme, que ce soit un certificat d'urbanisme pour une opération déterminée, ce qu'on appelle un CUB, un certificat d'urbanisme simple, un CUA, ou même d'un CUB qui est négatif. Donc cette cristallisation, elle est de droit. Ça, c'est un rappel important, mais je dirais qu'on le savait déjà. La décision qui est vraiment importante en matière de certificat d'urbanisme, c'est l'arrêt du Conseil d'État du 6 juin 2025. Dans cet arrêt, le Conseil d'État confirme, puisque ça, c'était acquis, que cette cristallisation n'empêche pas le titulaire du CU ou celui qui dépose une demande de permis sur un terrain bénéficiant d'un CU de revendiquer le bénéfice de règles qui seraient postérieures et plus favorables. Ce n'est pas parce que les règles applicables à la date du CU sont cristallisées que ça ne permet pas de bénéficier des dispositions plus favorables qui sont intervenues ultérieurement après le CU. Donc ça, c'est un rappel important. Mais surtout, le Conseil d'État admet le panachage, ce qui n'avait pas été fait encore par la jurisprudence, par le Conseil d'État, par des juridictions entre guillemets inférieures, mais pas confirmées par le Conseil d'État. Concrètement, cela veut dire que si le permis n'est pas conforme aux règles cristallisées par le CU sur un point, par exemple la hauteur, eh bien le titulaire du CU, celui qui formule la demande de permis de construire, peut aller chercher par substitution la disposition d'urbanisme qui correspond au même objet et qui trouve sa source dans la réglementation ultérieure. C'est-à-dire que le promoteur peut bénéficier à la fois du corps de règles cristallisé par le certificat d'urbanisme et une disposition plus intéressante du PLU postérieur lorsque, dans ce même objet, il n'est pas conforme à la règle correspondante qui a été cristallisée par le certificat d'urbanisme. Donc c'est un arrêt important qui doit conduire les services instructeurs, à notre sens, à instruire ces demandes de permis bénéficiant de la cristallisation sur la base des règles actuelles et de voir, en cas de non-respect des règles actuelles, si le droit à la cristallisation joue, c'est-à-dire si on peut bénéficier de la cristallisation des règles applicables à la date du CU. Alors, il y aura peut-être des limites à ce panachage lorsque, par exemple, vous avez des règles interdépendantes qui peuvent gêner à la fois l'utilisation de l'une, règle postérieure, et l'utilisation de l'autre.
la règle antérieure. Et puis, il faudra se poser la question de l'application de ce dispositif en matière de lotissement, puisque je rappelle qu'en matière de lotissement, on bénéficie aussi d'une cristallisation qui est plus importante en temps, puisque la durée de la cristallisation est de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement, et que finalement, le panachage doit lui aussi être appliqué dans ce cas de figure-là, puisque le lotisseur et les constructeurs qui déposent des demandes de permis dans un lotissement doivent avoir le bénéfice des règles favorables postérieures, tout en ayant la garantie de se voir appliquer, s'ils le souhaitent, les règles antérieures, c'est-à-dire les règles applicables à la date de permis d'aménager. Voilà pour l'essentiel de l'actualité pendant le premier semestre en matière d'urbanisme. Et je passe la parole à Sylvie. Merci Jean-Marc. Bien, alors très rapidement, puisque l'heure tourne, sur en fait bon, le volet pénal, est-ce qu'il faut retenir sur le premier semestre 2025. Alors, je vais aller très très rapidement puisque vous allez avoir le support. Je commence par le rapport annuel 2024-2025 de l'Observatoire de SMAC, des assurances, sur le risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. Alors, l'étude met en évidence pour la période donc 2010-2026, 2020-2026, une croissance significative des mises en cause pénales. Et nous, on le constate malheureusement régulièrement dans le cadre de notre activité. Près de 2500 élus locaux devraient être mis en cause, soit une hausse de 17% par rapport à la mandature précédente, et 1300 fonctionnaires territoriaux pourraient également faire l'objet de poursuites, soit une hausse de 19%. Cela étant, nous avons constaté dans le cadre de ce rapport une baisse estimée de plus de 20% des poursuites dirigées contre les collectivités territoriales. Les manquements au devoir de probité s'imposent largement comme première cause de poursuite et de condamnation, à la fois pour les fonctionnaires et les élus, et les poursuites pour atteinte à la probité augmentent de 19% pour les élus, c'est-à-dire près de 1000 personnes sur la période considérée, et 5% pour les agents publics. Autre actualité, qui est toute fraîche, c'est la publication du rapport d'activité de l'Agence française anticorruption, donc du 2 juillet 2025. Et l'AFA, donc, tous les ans émet son rapport, donc là sur l'exercice 2024. Il ressort que l'agence a engagé 12 nouveaux contrôles d'acteurs publics, dont 7 contrôles portant sur des conseils départementaux, 3 contrôles de suite, c'est-à-dire ils avaient déjà contrôlé, ils reviennent voir ce qui a été fait, et 2 nouveaux contrôles dits mixtes, donc contrôle d'établissements publics à caractère industriel et commercial, et nous accompagnons quelques clients concernés par ces contrôles. Quel est le retour d'expérience tiré de ces contrôles des acteurs publics? Une prise de conscience généralisée, donc vraiment une amélioration de la prévention de ces risques pénaux et de ces risques de corruption. Des progrès restent néanmoins à faire, plus particulièrement sur l'évaluation des risques et donc des cartographies. Les contrôles et audits internes qui sont à améliorer, et l'encadrement des procédures sociales, des commandes publiques et de la gestion des ressources humaines. Ce que l'on constate dans ce rapport, c'est que, comme je l'ai souligné, il y a une amélioration avec plus de 40% des recommandations appliquées et 45% en cours. L'enjeu central, ce qui ressort de ces contrôles réalisés, c'est de nécessité de renforcer les mécanismes internes de contrôle et d'audit. Nous vous invitons à également prendre connaissance, si ce n'est déjà fait, du guide de l'AFA, très intéressant, qui est destiné à accompagner les élus du bloc communal face aux risques de probité. Donc, c'est un guide pratique qui est très bien fait, qui est paru à la fin de l'année 2024, qui a été rédigé par l'Association des maires de France et l'Agence française anticorruption. Très pratique, destiné donc à accompagner les élus dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un dispositif de prévention,
très concret, très opérationnel, toujours pour lutter contre les atteintes à la probité. Et le guide propose donc une évaluation des risques standards, des fiches thématiques sur la déontologie, les conflits d'intérêts, les risques générés par les ressources humaines, les achats, les subventions, et également en matière d'urbanisme. Et avec également, vous y trouverez des outils opérationnels pour mettre en place des mesures de prévention efficaces. On a notamment un outil d'auto-évaluation qui s'intitule Probicité, également très bien fait. C'est un dispositif d'auto-évaluation conçu par l'AFA qui est destiné toujours aux communes et à leurs collaborateurs afin de leur permettre, à partir d'un questionnaire, d'évaluer le degré de maturité de leur commune. Et c'est un exercice vraiment vertueux. Nous, on l'a fait avec deux clients et c'est vraiment très, très efficace. Ça peut faire en effet un peu peur parce qu'on voit quand même les marges d'amélioration, mais très vertueux. Enfin, je termine, vous verrez, en fait, c'est l'actualité jurisprudentielle sur des sujets qui fâchent, détournement de fonds publics, donc un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 avril dernier, et qui concerne, donc la portée de cet arrêt, c'est que la Cour de cassation précise et élimine des peines applicables aux élus, et elle revient sur notamment la peine d'inéligibilité et l'interdiction des droits civiques. Donc, rappelle que c'est tout à fait possible, mais que l'interdiction d'exercer un emploi public ne peut viser un mandat électif. Donc là, en l'espèce, ça concerne un maire et président de communauté d'agglomération qui a été déclaré coupable de détournement de fonds publics pour avoir en fait signé des arrêtés augmentant de façon donc entre 2016 et 2019 augmenter de manière non justifiée des rémunérations, notamment du DGS et de la responsable du service immobilier de la ville. Alors, il n'y a pas d'enrichissement personnel qui a été retenu, mais ça, c'est pas une condition nécessaire. Le juge a retenu le seul détournement au bénéfice de tiers. Voilà, et donc des sanctions. Donc, elle a confirmé, cette Cour de cassation, la régularité de la pleine responsabilité pénale de l'élu local pour des actes d'ordonnateur ou de gestion. Et elle a annulé une des peines complémentaires, à savoir l'interdiction d'exercer la fonction de maire et de président de la communauté d'agglomération, qui est très important. Elle a estimé que ces dispositions ne pouvaient être légalement appliquées du fait du caractère électif du mandat concerné et de la limitation légale aux interdictions qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un élu municipal en exercice. Donc, on renvoie à l'article 432-17 du Code pénal. Autre décision, donc ça concerne la corruption passive et favoritisme. Bon, je vous laisse. En fait, cet arrêt, je vais pas entrer dans le détail, mais je vous invite à en prendre connaissance. Bon, il date de 2024, mais on n'avait pas fait cette petite actualité l'année dernière. Cet arrêt réaffirme la sévérité de la Chambre criminelle et la portée de l'article 432-14, même lorsque la procédure d'attribution mêle des aspects privés, mais que l'opération participe à une mission de service public. En l'espèce, c'est un cadre chef de mission de projet immobilier au sein d'une société anonyme filiale à 100% d'une entreprise publique qui avait été reconnue coupable de corruption passive et de favoritisme pour avoir transmis à un tiers des documents et informations confidentielles, dont des informations privilégiées dans le cadre d'un appel d'offres pour la construction d'une plateforme. Ça ne fait pas de pli, si je puis dire. Donc, il contestait sa qualité de personne chargée d'une mission de service public au motif qu'il travaillait dans une société de droit privé. Bon, comme vous le savez, bien évidemment, cet argument ne peut pas du tout être retenu. La Cour a bien confirmé l'analyse de la Cour d'appel relevant que la société employeuse, filiale à 100% d'une entreprise publique, est chargée par la loi de mission de service public. Et donc, était donc tenu à respecter le cadre contractuel et notamment poursuivait un but d'intérêt général dans le cadre de ses fonctions. Donc c'est vrai que cette défense était assez étonnante et ne pouvait être retenue. Voilà, et alors je termine sur en fait le projet Nice 2. Nice 2 qui est en fait une hop. Eh ben, j'ai terminé. Ah, excusez-moi, j'ai disparu. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, Sylvie, on vous Ah voit, oui, c'est bon. moi j'ai perdu mon écran.
J'ai perdu l'écran, mais je vais y revenir, excusez-moi. Voilà, c'est bien. Alors, alors, ça concerne la cybersécurité pour les collectivités territoriales. Donc, il s'agit d'un projet qui n'a pas encore été transposé car c'est une directive. Alors, NIS 2, c'est Network and Information System Security en français. Son objectif, c'est de sécuriser et d'améliorer la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Et cette directive qui n'est pas encore transposée dans notre droit français, mais qui ne saurait tarder, donc il y a eu un retard parce que ça devait être transposé en début d'année, concerne les collectivités, donc certaines collectivités pour en fait mettre en place des dispositifs améliorant la sécurité des systèmes, du système d'information. Donc, ce nouveau périmètre d'application va s'appliquer, en fait, cette nouvelle réglementation va s'appliquer, alors, un premier groupe qualifié de entités dites essentielles, donc les régions, les départements et les communes de plus de 30 000 habitants, donc métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération comprenant au moins une commune de plus de 30 000 habitants, services départementaux d'incendie et de secours et centres de gestion, institutions et organismes interdépartementaux dont les activités s'inscrivent dans les secteurs critiques. Une seconde catégorie qui rassemble les entités dites importantes, donc les communautés d'agglomération ne comprenant pas de communes de plus de 30 000 habitants, et les communautés de communes et leurs établissements, etc. Enfin voilà, vous voyez donc en fait, on pourrait penser que ça ne concernerait pas les collectivités territoriales. Eh bien, au contraire, vous allez, si vous êtes donc concerné, si vous êtes rattaché à ces collectivités, eh bien, vous allez avoir un petit peu plus de pain sur la planche pour mettre en place des procédures supplémentaires. Voilà, on tenait à vous le signaler dans le cadre de cette actualité et j'en termine là sur le volet pénal. Eh bien, écoutez, il va me rester à vous remercier tous pour cette très belle présentation très complète. Je vais peut-être prendre quand même deux petites questions. Jennifer nous a parlé dans la partie droit de la fonction publique de la réduction du traitement maintenu sur les 3 premiers mois de CMO, donc on passe de 100% à 90%. Quelqu'un nous a demandé si la collectivité pouvait compenser les 10% perdus. Alors, elle ne peut pas les compenser, en tout cas au niveau du traitement. On doit se limiter aux 90%. Après, les compenser dans le sens, par exemple, augmenter le régime indemnitaire d'un agent, parce que je ne vois pas bien comment on pourrait faire autrement. On pourrait effectivement augmenter le régime indemnitaire de l'agent pour compenser ces 10%-là, mais encore faut-il que les règles du régime indemnitaire permettent d'augmenter le régime indemnitaire régulièrement de l'agent. Donc, on augmente l'enveloppe globale du régime indemnitaire de l'agent pour compenser, sous réserve que les règles prévues par la délibération permettent d'augmenter ce régime indemnitaire régulièrement. Mais pour le régime indemnitaire, la baisse à 90% du traitement qui peut être maintenu sur les 3 mois doit se répercuter sur le régime indemnitaire. Je ne sais pas si du coup c'est assez clair. Mais il n'y a pas de mécanisme pour compenser justement cette réduction. Ouais, cette réduction. Et puis, peut-être une question pour Jean-Marc. Vous nous avez parlé de la loi du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et des autres bâtiments en logements. Et on nous a demandé à ce moment-là si le changement de destination pour l'usage habitation concernait également les zones du PLU qui étaient dédiées à l'activité économique. Oui, bien sûr. C'est même particulièrement pour ces zones que cette dérogation est ouverte, puisque c'est pour permettre l'évolution aux besoins du bâti qui existe dans ces zones-là vers de l'habitation. Donc, ce sont elles qui sont ciblées, en réalité, ces zones commerciales, périphériques, entrées de ville, qui sont concernées au premier chef, oui. Entendu. Écoutez, merci pour cette précision. Merci encore à tous. Je vous souhaite un très bon appétit, une très belle journée. Et puis, je vous donne rendez-vous déjà au deuxième semestre avec Adaltis où nous ferons un petit bilan donc, de toute la jurisprudence depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'année. Et à très vite également pour un autre webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.